Aujourd'hui, à découverte, cervelle d'oiseau, que nenni. Voici un monologue qui se réclame de tous les synonymes de dégradation, sélection et refuge. Je désire avec vous faire un lien entre biodiversité et géodiversité et vous démontrer, comme il m'est possible de le faire en déblatérant, que la dégradation du pergélisol dans le haut Arctique génère des refuges qui sont sélectionnés par des oiseaux nicheurs. Ceci, notez-le bien. Attendez. Oups. Oups. Voici. Ceci, notez-le bien, est une adaptation libre du titre d'un article que j'aurai encore à faire paraître dans un journal sensationnel, bien évidemment. Vu la faible disponibilité de temps que j'ai pour vous léguer cette logorée écologique à saveur nordique, je vous passe les détails d'une mise en contexte aride, tel un désert venteux où nul ne veut s'échouer. Et je commence dès lors avec la prédation. Si de facto, ça réagit bien, si de facto on pense à la consommation de son prochain, la prédation s'exprime aussi en créant l'épouvante d'une mort potentielle chez les proies. Pure intimidation. Réagissant à cette pression de prédation, les proies tenteront l'évitement en cherchant refuge. Mais où? C'est là que l'hétérogénéité du paysage, sa structure déconstruite, son look imparfait, ses bosses, ses plis, ses bosses et ses plis aideront la proie dans sa quête protectrice. Le prédateur terrestre, celui dont je vous parle, est un petit animal à quatre pattes. Dénué de la capacité de vol, chapardeur certes, le renard arctique, vilain personnage, ne peut cependant faire fi de la gravité. Dommage. Un paysage comme celui de l'île Bylot, un paysage splendide, toundra magnifique, plus grande que nature, souvent creusé de rivières et de lacs, ponctué d'îlots surtout, gênera à coup sûr les activités du renard, le poussant à patauger bassement pour accéder aux collations ovoïdes. Dès lors, ces îlots refuges, structure physique habitant mes songes, mes et mes nuits, depuis belle lurette, parfois de vulgaires mottes émergeant à peine de l'eau, parfois sanctuaires aux douves impressionnantes, servent bien trois espèces d'oiseaux qui y nichent pour sauver leur couvée d'un triste sort. Leur disponibilité apparaît donc primordiale, la clé de voûte même d'un été sans pépin pour le volatile moyen. Mais de quels oiseaux s'agit-il? Le malhonnête goéland bourgmestre, la caquetante bernache de Hutchins et le mystérieux, mais ô combien absurde, plongeon catamaran. Voilà. Alors que moi, j'en suis sûre, vous vous demandez qu'est-ce qui, dans l'immensité de cette aire d'étude d'un quelque 150 km², qu'est-ce qui explique la sélection de ces îlots refuges par des volatiles variés? Et pour le plaisir des plus grands géomorphologues dans la pièce, qu'est-ce qui explique la formation de ces îlots refuges? Une méthode infaillible fut donc mise en place en 2018 et 2019, soit 2 ans de recherche intensive. Une glorieuse équipe de biologistes affublés de culotons hydrofuges et de gougounes de marche a ratissé les plans d'eau de ce lieu haut en îlot, se mouillant jusqu'à la panse pour évaluer la distance à la berge et la profondeur d'eau autour de 396 îlots connus. Tout d'abord, ces données de qualité ont été bazardées dans une machine statistique fort sophistiquée pour évaluer à l'abri de toute intempérie si la distance et la profondeur d'eau influençaient la sélection des îlots, des sites de nidification de type îlot. Ensuite, toujours sous le couvert d'un toit académique, des photosatellites d'une précision abracadabrante ont été scrutés par l'œil d'experts et d'expertes en géomorphologie, ici même peut-être, pour mettre en lumière les processus physiques ou biotiques qui expliqueraient la présence de ces îlots refuges dans le paysage. Il va sans dire que de vifs hauts le cœur ont été ressentis durant cette classification, car jouer dans les échelles donne inévitablement le tournis. Un total de 350 sur 396 de ces îlots refuges ont été caractérisés par leur distance à la berge et leur profondeur. Et 84 ont été occupés au moins une fois par au moins un volatile pendant au moins un été, ce qui représente, j'en fais le calcul un instant, 24% d'occupation. Un agent immobilier vous dirait que le marché se porte bien mieux à Bylot qu'à Rimouski. La machine statistique, donc, criant de ces tout derniers résultats,
confirme tout d'abord par des modèles rigoureux que nos trois volatiles, plutôt futés, vous en conviendrez, auront tendance à s'installer sur des îlots de refuge de plus en plus loin de la berge, comme vous le voyez dans l'axe des X, et à plus grande profondeur d'eau, comme vous voyez dans l'axe des Y, sur ces graphiques très convaincants. Ces critères seraient dès lors garants de la qualité d'un îlot à l'œil attentif d'un oiseau. Le vilain prédateur serait peu enclin à nager dans les eaux glaciales, comme plusieurs mammifères bipèdes de type sapiens d'ailleurs, son immersion nécessitant quantité d'énergie, tant à la nage qu'au séchage. Ah, je vous invite d'ailleurs à lire ce curieux article au titre loufoque suivant « Wet mammals shake at tune frequencies to dry ». En ce qui trait au dossier géomorphologique, 83% des 396 îlots refuges ont été classés selon un processus. Hélas, 17% sont tombés dans la boîte noire des inclassables. Mais vous savez, vaut mieux ne pas tout catégoriser dans la vie. Une faible élévation ainsi que la disposition en plaines et en plateaux sur la portion du sud-ouest de l'île Bylot, de connivence avec un pergélisol continu, ont permis la formation de multiples complexes de polygones créés par la croissance des coins de glace. C'est une question de physique que j'éviterai tout particulièrement à l'instant. Pas étonnant alors qu'une grande proportion des îlots refuges, on parle de près de 72%, ait été générée par la dégradation de ces 10 polygones. Voyez encore sur ce graphique très éloquent. D'autres processus expliquent leur formation cependant. Si l'existence des blocs erratiques, des gros cailloux opportuns, de la dégradation des crêtes littorales ou la variation des niveaux d'eau dans les plaines humides est bien réelle, leur occurrence respective est bien maigre. Un seul processus d'origine biotique se démarque de toute cette tombola créative, portant le nom valise ô combien simple d'aggradation ou succession végétale. N'en parlons plus. Il faut retenir que toute cette belle profusion de processus génère des îlots refuges aux distances et aux profondeurs variées. Alors, il semblerait que la nature simplifie bien les choses pour de jeunes biologistes tels que moi-même, car comme livrée sur un plateau d'argent massif, elle aura créé des bonaires, des processus qui génèrent des îlots refuges offrant potentiellement des caractéristiques qui sont recherchées par les volatiles variés. Et ces processus sont issus d'une composante incroyablement dynamique, plus dynamique encore qu'un trentenaire moyen s'achetant un aspirateur de luxe. Ici, j'accuse le pergélisol. Je ne surprendrai personne en vous annonçant que le pergélisol est fortement affecté par le réchauffement climatique et que tout se dégrade rapidement, à l'instar du moral d'une grenouille au chaudron à thermostat 8. A priori, dynamisme et dégradation ne font pas bon ménage, bien que partageant une lettre d'introduction. L'augmentation de la dégradation des 10 polygones, créant de multiples îlots, ceux-ci même convoités comme les meilleures places au cinéma Lido, pourrait modifier la disponibilité des îlots refuges pour nos trois volatiles. Premier scénario, digne d'un film mielleux à la fin, bon enfant. Dans les milieux peu dégradés, des systèmes polygonaux où les structures sont par pléthore, une hausse de dégradation pourrait favoriser et entraîner une augmentation des îlots refuges disponibles dans le paysage. Fascinant, non? Alors que dans un milieu déjà dégradé ou en cours de dégradation, une hausse de dégradation pourrait entraîner une perte des structures essentielles pour les volatiles. Un scénario plutôt funeste. Il va sans dire que le bilan net à l'échelle du paysage n'est pas connu. Modélisatoristes en tout genre, manifestez-vous. Par conséquent, on comprend que les changements climatiques, holistiques phénomènes aux bras plus longs que Joël Betty, sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs, hélas, mais aussi positifs sur la composition et la distribution de la biodiversité aviaire en Arctique. Et ce, d'une part, en forçant les proies à adopter des sites de nidification qui pourraient être sous-optimaux et potentiellement plus risqués. Des îlots pourris. Si la disponibilité des îlots refuges décroît, ou à l'inverse, en favorisant une plus grande disponibilité de ces îlots refuges par la détérioration de milieux moins dégradés. Alors, si je ne vous ai pas perdu dans les 2 dernières minutes, vous comprendrez que tout ce brouhaha à grande échelle pourrait avoir des répercussions sur les interactions prédominantes entre les espèces dans le paysage en Arctique et donc sur la biodiversité même.
Alors j'espère avoir fait avec vous la démonstration que le pergélisol, cette composante d'un dynamisme inouï, génère bel et bien des structures nécessaires à la biodiversité. Ces îlots refuges tant convoités selon leurs paramètres, donc distance à la berge et profondeur d'eau, dès lors faisant un lien géobiodiversitaire flagrant. Accueillez ce néologisme d'adjectif à bras ouverts. Ici Madeleine Zoé pour le Centre d'études nordiques à Rimouski. Avez-vous des questions?